La pelote. La terre et l'agriculture sont détruites parce que le capital a faim. Il faut la fin du capitalisme. Si vous voulez. La pelote. La fin du capitalisme ? Bon courage, car c'est pas près d'arriver. C'est souvent ce qui nous est rétorqué quand cette éventualité est évoquée. Trop puissant, trop hégémonique, trop décourageant ou trop pratique, le système capitaliste semble être l'horizon indépassable. Et pourtant, sentons-nous cette dissonance, parfois au milieu de nos nuits agitées, entre l'urgence écologique et un système économique que nous qualifions tantôt d'excessif, d'absurde, de vecteur d'un consumérisme obscène ou de destructeur des corps et du vivant. Malgré cela, les multiples dépendances et réseaux autour desquels le capitalisme s'est structuré ne nous font envisager rien d'autre pour organiser notre vie sociale. Alors on se prend face aux périls climatiques à fustiger les mauvais comportements individuels, la couardise du politique, la nature humaine irrécupérable, la fièvre du consumérisme, la maudite croissance, l'absence de récits porteurs ou le copain piteux qui prend l'avion. Il y a sans doute un peu de cela, mais est-ce que c'est suffisant ? Et si on se disait que d'autres rapports économiques et politiques étaient possibles ? En fait, la question de l'alternative au capitalisme est étudiée depuis plusieurs décennies, en particulier à la suite de l'expérience de l'URSS. Aussi, des auteurs situés outre-Atlantique, en l'occurrence Audrey Lorrain-Lamotte, Frédéric Legault et Simon Tremblay-Pépin, qui est aujourd'hui mon invité, ont fait l'exercice d'explorer les systèmes qu'ils appellent post-capitalistes dans l'ouvrage « Comment construire une économie post-capitaliste » paru en 2023 aux éditions Luxe. Ils et elles ont fait un travail de synthèse passionnant sur ce qui pourrait ressembler à un système alternatif. Schéma explicatif à l'appui, ils détaillent à quoi pourrait ressembler l'organisation, la décision, la démocratie, le travail, l'investissement, la monnaie, etc. à travers plusieurs systèmes économiques sortant de la logique capital-travail. C'est un travail d'une densité impressionnante qui mérite le détour, tant elle nous emmène dans des contrées presque jamais envisagées. Coordination négociée, économie participaliste, coordination démocratique itérative multiniveau. Sans doute n'avez-vous jamais entendu parler de ces modèles, mais dans ce nouvel épisode de La Pelote, je vais essayer d'attiser votre curiosité et votre envie d'aller voir plus loin ce qui, peut-être, seront les systèmes économiques de demain et compatibles avec les limites planétaires. Et je ne vais pas le faire tout seul, car comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Simon Tremblay-Pépin, qui est également professeur à l'Université Saint-Paul à Ottawa et qui est connecté aujourd'hui depuis le Canada. Bonjour Simon, et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Petit react par rapport à cette intro ? C'est un peu ce qui m'a mené à m'impliquer, à m'intéresser au post-capitalisme, en fait, ce sentiment qu'on ne peut pas le dépasser. Et surtout, les réactions nombreuses des gens quand on leur dit, moi, je trouve que le capitalisme, c'est pas le meilleur système économique, on devrait faire autre chose. Les gens, effectivement, vous disent, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas d'autre option. Donc, c'est ce qui, moi, m'a mené à approfondir des recherches sur cette question-là et à essayer de creuser qu'est-ce que ça pourrait être, ce système économique post-capitaliste. Justement, on commence de plein pied. Tu as commencé déjà un petit peu à répondre à cette question, mais dans ta trajectoire à toi, qu'est-ce qui t'a conduit avec tes collègues à publier ce livre ? Je pense qu'on était tous à des étapes différentes de nos parcours sur cette question-là quand le livre est arrivé comme un projet. Là, ça s'inscrit dans un ensemble de groupes de recherche universitaires et tout ça. Je vais te passer des détails bureaucratiques qui viennent avec ça. Mais pour ma part, il y a 2 ans, donc ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais sur ces questions-là. J'étais très frustré par l'absence d'écrits sur ces modèles, la quasi-absence d'écrits sur ces modèles en français. Et je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ce débat-là n'a pas lieu en français et dans le monde francophone. On devrait au moins avoir un ouvrage qui donne un aperçu, une première saucette, si je peux dire, dans
sur cette question-là. Frédéric, lui, était à la rédaction de sa thèse sur ces enjeux-là, donc ça tombait bien de son côté. Là, il y avait des chapitres de résumé des modèles à faire de toute façon, donc ça tombait bien pour lui. Et Audrey était plus à son... Donc Audrey, qui est prof à l'Université York à Toronto, était plus au début de sa réflexion sur ces questions-là et souhaitait explorer d'autres modèles que ceux qu'on connaissait déjà. Donc ça a comme bien tombé un peu pour tout le monde, puis on s'est accordé à bâtir ce petit bouquin-là ensemble et à l'écrire communément. Puis on en a profité pour ajouter des auteurs et autrices un petit peu en dehors du champ ou un peu à côté du champ. Je pense notamment à J.K. Gibson Graham, qui sont présentes. Gibson et Graham sont deux géographes féministes ayant donné naissance au concept d'économie de communauté. Alors que, elles nous disent plutôt qu'il ne faudrait pas en faire de modèle d'économie post-capitaliste. Alors, c'était intéressant pour nous, pour une raison évidente, là, ça manque de femmes, ce secteur-là. Là. Il y a très, très, très peu de femmes qui écrivent sur ces propositions-là. Puis on pourrait avoir toute une discussion sur le pourquoi de cette absence. Mais on trouvait que ça n'avait pas de bon sens de publier un ouvrage avec que des hommes partout. Donc, on a essayé d'aller avoir un autre point de vue sur le post-capitalisme, rester dans le sujet, bien sûr, mais en ouvrant un peu plus large que ce qu'on fait habituellement. On va reparler du modèle de l'économie de communauté, donc qui est croisé aussi au féminisme, mais on va en reparler un peu plus tard. Mais quand on rentre quand même dans ces modèles et qu'on commence à s'imprégner un peu et qu'on commence à faire des comparaisons, la première impression qui vient, c'est qu'on a l'impression que ces modèles sont semblent être des déclinaisons du socialisme ou du marxisme, parce qu'on retrouve des concepts comme la notion de propriété sociale dans le modèle de démocratie générale de Fotopoulos, dans l'économie participative, et également de réappropriation du surplus de travail par la communauté dans la planification ascendante. Bon, alors voilà, ça et là, on retrouve des choses qui font qu'il y a un substrat commun. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça vient d'ailleurs, cette histoire? C'est une vaste question, là, la question des origines. Mais admettons que je devais répondre simplement, je dirais oui. Cette impression est fondée. C'est plus subtil au sens où tout le monde n'a pas le même rapport au marxisme, ni à Marx, ni au socialisme. Admettons qu'on prend Michael Albert et Robin Hahnel. On est plus dans une tradition libertaire que dans une tradition marxiste. Mais en même temps, c'est deux auteurs qui ont une bonne base de connaissances et de débat avec le marxisme et qui ont écrit un ouvrage, il y a longtemps de ça, maintenant en 78, si je ne m'abuse, qui s'appelle Heterodox Marxism. Donc, évidemment, là, c'est tous des gens qui ont une bonne connaissance de Marx, une bonne connaissance de la critique de l'économie politique et qui s'inscrivent dans ce grand courant qu'est la critique de l'économie politique dominante ou la critique de l'économie politique bourgeoise. À ce titre, on peut les lier à Marx. Cela dit, c'est sans exception tous des auteurs et des autrices qui ont un rapport aussi critique par rapport au marxisme, à différents égards, à différents titres et à différents degrés. Il y en a des plus critiques. Une Martha Arnecker, par exemple, qui est mentionnée dans l'ouvrage aussi, est une marxiste plus traditionnelle. Martha Arnecker est une militante et intellectuelle chilienne qui a théorisé le modèle de la planification ascendante, issu de l'expérience effectuée au Venezuela au tournant du XXIe siècle. Quant à tous les autres, on est sur des positions franchement variables dans leur rapport au marxisme. Et là, il faudrait plonger dans les parcours intellectuels de chacun pour tracer les différentes influences. Et ces influences-là, ce qu'elles ont de commun, ce qu'elles ont d'absolument certain, c'est la critique de l'Union soviétique. Et ça c'est partout pareil. Une critique informée, une critique relativement généreuse dans certains cas, qui sont capables de dire, voilà les bienfaits. Parce que notre ouvrage, on vous a fait beaucoup d'économies de lecture, hein, vous ne le savez pas en le lisant, ça ne paraît pas comme ça, là. Mais on a passé outre
tout le travail de mise en bouche que font chacun des ouvrages pour nous dire voici pourquoi je n'adhère pas au capitalisme, voici pourquoi je critique l'URSS, etc., etc. Des positions extrêmement importantes à l'époque d'écriture. Hein. Quand Pat Devine écrit en 88, si on dit qu'on veut aller en dehors du capitalisme, il faut bien dire pourquoi on ne va pas dans l'autre option disponible, c'est-à-dire l'URSS, la Chine, etc., l'option planifiée, centralisée, etc. Et c'est donc tous des gens qui font une lecture très attentive et très critique du modèle de la Et d'ailleurs, planification peut-être que centralisée. peut-être, je me permets de te couper, mais c'est Je ce m'en qui prie. peut être intéressant, d'ailleurs, de sortir de cette dualité qui était aussi une dualité géopolitique entre l'URSS et puis ce qu'on appelle le monde libre, et voilà, de pas être dans une réflexion sclérosée, d'essayer de dépasser ça et de le critiquer pour proposer quelque chose de plus fécond. J'imagine que Mais en même ça a temps, servi à modéliser des choses intéressantes. ben, tout à fait. Mais en même temps, ils sont piégés dans la dualité. Donc, ils sont toujours dans le dialogue avec le modèle capitaliste et le modèle soviétique. Ce qui, moi, bon, dans un texte récent, où je disais qu'il faut en finir avec la production de modèles, ce qui est quand même assez ironique pour quelqu'un qui vient de publier un livre qui présente des modèles, mais c'est-à-dire qu'on dirait qu'on n'en sort pas de l'existence de l'URSS. Et pourtant, il y a tellement plus à développer sur la société qu'on veut. Il y a une forte tendance, en particulier dans ce qu'on appelle les trois modèles classiques, là, à regarder en arrière. Puis évidemment, pour nous, ça apparaît un en arrière lointain, mais je veux dire, ils commencent à écrire en 88, 91 et 93. Donc, c'est sûr que pour eux autres, l'URSS, ce n'est pas du en arrière, là, ils sont encore complètement dedans. Et le débat avec les économistes de gauche de l'époque, c'est un débat sur la planification, au sens classique de la planification. Et donc, ce serait dur de leur reprocher, et je ne veux pas leur reprocher. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on est peut-être rendu ailleurs aujourd'hui. Si on continue, il y a quand même, moi j'ai relevé des points communs entre ces différents modèles Il y en a en beaucoup. termes de concepts. La planification, on en a parlé, alors qu'elle soit en centrale ou en local, la fiabilité de l'information et sa parfaite circulation. Et ça me fait penser à un ouvrage de Les limites à la croissance de Denis et Donella Meadows, qui parle de pour qu'on soit dans un modèle stable et durable, eh bien, il faut qu'il y ait l'honnêteté de l'information qui soit au cœur du système. La démocratie dans les choix économiques, bon, c'est-à-dire à peu près l'inverse d'un système capitaliste où on dit souvent que la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise capitaliste. Alors justement, quand on prend planification, fiabilité de l'info, démocratie dans les choix économiques, est-ce que ce sont dans le champ universitaire des concepts maintenant qui sont suffisamment robustes pour constituer une base pour penser justement un système stable et durable? Ben, c'est ma thèse. C'est-à-dire que c'est ce que nous, on pense. Donc là, on a écrit ce premier livre-là, puis je suis très heureux que tu aies vu ces fils d'Ariane qui traversent l'ouvrage, à mon avis, bien qu'effectivement, on ne mette pas des enseignes de néon pour pointer vers ces choses-là. On ne fait pas une conclusion non plus interprétative en disant voici ce qu'on pense qui les relie, etc. On reste très, très descriptif dans l'ouvrage. Mais moi, oui, je pense qu'il y a une série de points communs. Et je reviens à mes débats actuels. Pour moi, la formulation par modèle a poussé ces chercheurs et ces chercheuses-là à se distinguer les uns des autres sur ce que moi je considère comme étant des points de détail. Parce que sur la majeure partie de la proposition, ils sont en fait plutôt d'accord. Bon, point de détail en même temps. La question de la centralisation n'est pas un point de détail, mais c'est parce que personne n'est vraiment totalement centralisateur non plus. Donc, la question devient comment on décentralise. Et là, oui, évidemment, et toi et moi et plein d'autres gens, on aura plein d'avis et d'opinions sur la question. Et je vais le dire comme je le sens, je pense que les sociétés post-capitalistes resteront des sociétés très différentes les unes des autres et que les systèmes économiques post-capitalistes seront adaptés. Quand en 1956,
Euh, on a la Hongrie qui tente de faire sa révolution contre le totalitarisme soviétique. Ce que demandent les Hongrois, c'est un socialisme pour nous, un socialisme qui correspond à notre réalité. Et, et c'est évidemment, le système soviétique n'offrait pas, hein, un système totalement hiérarchique et prévu de Moscou, etc. Euh, j'ai l'impression que dans un système émancipé du capitalisme, on aura plein de versions de quoi peuvent avoir là. Et il y en aura des plus centralisés, il y en aura des centralisés autrement et des décentralisés autrement. Et il y en aura qui laisseront une plus grande part à la technologie. Il y en a d'autres qui laisseront une plus grande part aux décisions euh, prises en personne, dans des assemblées. Et, et à mon avis, les modèles qu'on vous présente dans le livre reflètent cette diversité à venir. Et la recherche doit donc pas être de trouver le meilleur modèle, le genre de blueprint qu'il faudrait que tout le monde suive, mais plutôt de bâtir des possibilités, des ouvertures. Et c'est plus là que j'en suis, moi, dans ma recherche, et c'est pour ça que j'essaie de dire qu'il faut passer des modèles à des modules, Mm. à des sections modulables Mm. post-capitalistes qu'on C'est pourrait transformer et adapter. c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi je le voyais pas du tout comme ça et c'est bien que tu le partages maintenant parce que j'avais cette idée un peu numérique des modèles, c'est un ou zéro quoi. Et Je en fait, pense là, que, ce que tu je pense que la formulation par modèle nous amène à penser comme ça. absolument, absolument. Et là, ben, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des modulations. Alors, avec des grilles, un peu comme en jazz, avec des grilles de lecture qui sont un peu similaires, mais avec une improvisation qui soit, une interprétation qui soit différente, en fait. Ça, c'est intéressant. Très Ben intéressant. oui, puis la métaphore du jazz me plaît parce que je l'enseignais récemment à partir de Charles T. Donc Charles T. qui est un auteur qui fait l'histoire des mouvements sociaux, notamment en France et en Grande-Bretagne, et qui dit, ben, les mouvements sociaux, ils ont des répertoires d'action. Ils peuvent, bon, la manifestation fait partie du répertoire d'action, la grève, etc. Mais ils disent, chaque mouvement est comme un musicien de jazz. Il interprète son répertoire d'action à sa façon. C'est un répertoire dans lequel il va puiser, puis il fait. Ben, j'aimerais qu'on ait ce niveau de liberté avec notre réflexion sur la société à venir et non pas une approche, voici la grande solution, one size fits all, que tout le monde devrait prendre. C'est ça, en fait, faut pas tomber dans ce piège-là, parce que c'est vrai que quand on regarde les premiers systèmes, en fait, hein, au début du bouquin, en tout cas les 4 premiers, même si tu le modères dans ta conclusion en disant, en fait, c'est un début, on ose poser quelque chose de différent, on ose formaliser quelque chose qui est différent, néanmoins, là, on a quand même l'impression que c'est quand même très froid, très processé, très voilà, rigide. Euh, et assez déconnecté, j'aime pas dire du réel parce que ça veut pas dire grand-chose, mais Uh-huh. en tout cas Ça paraît un peu flottant, d'une un peu réalité utopiste. politique et Ouais. sociale. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu ce même sentiment quand vous avez commencé à répertorier ça? Ben, en fait, ton commentaire ne me surprend pas du tout parce que j'ai organisé un séminaire sur le post-capitalisme et c'est toujours la réflexion qui sort. Puis moi, ça fait Mm. longtemps là, que je fais lire ces textes-là à des étudiants, des étudiantes et tout ça. Puis bon, on a beaucoup de discussions. Puis ça leur apparaît toujours comme un peu irréel, un peu comme une modélisation un peu froide, un peu lointaine, etc. Très, très, très fondée sur des institutions qui ont l'air un peu éthérées. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ces modèles, qui ont été établis vers la fin de l'URSS, paraissaient si froids et lointains? Simon m'explique que les chercheurs de l'époque héritent d'une théorie très forte, qui est que la planification économique est l'alternative principale au capitalisme. Ces chercheurs s'astreignent alors à modéliser de manière très rigoureuse et très appliquée ce à quoi pourrait ressembler ce type d'économie, jusqu'à présenter un formalisme parfois déconcertant. C'est beaucoup moins pire aujourd'hui. Les plus récents modèles
comme Aaron Benanav vient de publier là, dans New Left Review il y a quelques mois à peine, sont beaucoup plus institutionnels, beaucoup plus politiques, beaucoup plus amènent des éléments de relations sociales, notamment le conflit, un ensemble de choses là-dedans qui, qui ouvrent les propositions à une vie un peu plus foisonnante, un peu moins éthérée, un peu moins instrumentale. C'est bien que tu me parles de ça et de l'évolution en fait de ces modèles qui sont un tout petit peu plus opérationnels, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, sur la suite du livre, il y a l'économie de communauté. Et l'économie de communauté, justement, elle prend, enfin, elle fait un peu l'inverse de cette surmodélisation qu'on peut avoir le sentiment d'avoir sur les premiers modèles. Ah, carrément. Et elle semble prendre racine dans des pratiques non capitalistes. Et ce qui est souvent utilisé en France, c'est la notion de déjà là. Alors, on utilise beaucoup le déjà là pour notamment la sécurité sociale en France, hein, qui est un système non capitaliste par définition. Mais elle parle aussi du troc, du glanage, du don. Elle parle d'un certain nombre de choses qui sont déjà en place. Et qu'il s'agirait de d'étendre, en cas d'ancrer pour construire des gains politiques, mais dont on peut penser qu'ils peuvent être limités. Et moi, ça m'a posé une question un peu stratégique, c'est-à-dire, si on doit construire du post-capitalisme, est-ce qu'on refait tout de fond en comble, d'une fois, d'un coup, en révolution, de manière rampante? Est-ce qu'on part d'un existant? Et puis surtout, on a déjà un peu parlé, mais est-ce que ça doit se faire à l'échelle globale d'un État ou à l'échelle locale, la ville, la municipalité, le quartier, etc. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Admettons que j'essaie de décrire comment je vois le champ intellectuel dans lequel j'opère, je fonctionnerai comme ça. Le champ complet, je l'appelle l'économie politique post-capitaliste. Et ça inclut beaucoup de gens. Ça inclut les travaux de la fin du 19e siècle et les utopistes français et anglais et allemands d'avant Marx. Donc, on se rend jusqu'au 18e. On pourrait là avoir tout le monde qui a été confronté au capitalisme et qui s'est dit, on pourrait le changer et voici comment. Je les inclus dans l'économie politique post-capitaliste. OK. Donc, ça, c'est une immense famille. Je suis en train, avec des collègues, d'écrire le premier Handbook on Post-Capitalist Political Economy, où on va essayer de mettre toute cette grande famille-là ensemble pour dire, regardez, ça forme un champ intellectuel commun. Ma thèse sur la situation actuelle du champ serait qu'il y aurait une grande division à l'intérieur de ce champ. Une division entre un aspect plus théorique et modélisateur, dont le livre qu'on a écrit est un parcours, disons, sur les écrits récents de cette partie-là du champ, et une autre partie que je qualifierais de préfigurative, où ce qu'on essaie de faire, c'est pas de s'asseoir dans un bureau confortable comme le mien et de rédiger des traités théoriques sur ce que la société pourrait être. Et là, on voit bien l'inspiration de l'utopisme du 19e et du 18e siècle. À l'inverse, on essaie de créer ici et maintenant des réalités, et là je reprends l'expression de John Holloway, dans les failles, dans les interstices, on pourrait dire avec Eric Olden Wright, du capitalisme. On essaie de se glisser dans ces interstices-là pour faire exemple, pour être l'espace de préfiguration de la société à venir. Et là, ça peut être du micro, ça peut être du local, ça peut être du méso, mais ça peut être aussi les apatistes, ça peut être aussi le Rojava, ça peut être aussi les communes au Venezuela, ça peut être un ensemble. On peut aller. L'important de l'interstitiel ou du préfiguratif, c'est pas l'échelle. Il y a différentes échelles dans le préfiguratif. Mais pour moi, c'est un rapport à la mise en place immédiate plutôt que la théorisation dans le futur. Et là-dessus,
à mon avis, le champ est vraiment divisé. C'est-à-dire que les deux côtés du champ se parlent très peu. Les gens très Gibson Graham, comme le chapitre sur l'économie des communautés dont tu me parles, vont très peu être en relation et en dialogue avec les gens qui bâtissent des modèles d'économie post-capitaliste. Et moi, un des objectifs que j'ai, c'est de rassembler davantage ces gens-là. Et il y a une division de genre super marquée. Beaucoup de femmes du côté de la préfiguration, beaucoup d'hommes du côté de la théorisation. Et il y a une différenciation géopolitique. Ça vient d'où, ça, selon toi, ces marqueurs Ah, ben Est-ce là, que c'est anthropologique, sociologique? C'est quoi? je pense qu'on pourrait parler de plein de trucs, la socialisation des hommes et des femmes dans nos sociétés, on pourrait parler des intérêts de recherche à l'université, on pourrait parler du trip mathématico-informatique que beaucoup de gars ont, qui n'intéresse pas tellement les filles. On pourrait aussi parler de la volonté de réaliser pratiquement un ensemble de propositions. Puis je veux dire, c'est très intéressant de voir que les grands projets préfigurateurs des dernières décennies, je pense par exemple aux apatistes et aux Rojava qui me viennent en tête et que je connais un peu, ils sont très centralement portés par des femmes. Et donc, il y a aussi identification, puis il y a aussi une vision du féminisme et de la réalisation du féminisme dans ces projets post-capitalistes-là. Donc, il y a un ensemble de facteurs là, qui expliquent ça. Et j'ajoute la division géopolitique. C'est très, très différent de parler de post-capitalisme au Mexique, en Argentine, en Turquie, en Syrie, où la vie quotidienne sous le capitalisme est vraiment pas reposante, est vraiment pas agréable, et où se dire comment on pourrait faire mieux est vraiment plus quelque chose de quotidien et d'emballant que de dire je vais bâtir un modèle qui va compétitionner la vie de la classe moyenne nord-américaine dans le type de qualité de vie qu'il va offrir. Et donc, ce à quoi j'ai à me confronter, c'est de vous dire, oui, vous allez pouvoir continuer à vivre comme vous vivez, mais ça va être après le capitalisme. C'est des types de questions et de propositions de recherche qui sont vraiment pas si semblables que ça et qui n'ont vraiment pas les mêmes a priori. Moi, j'ai l'impression qu'une Martha Arnecker, par exemple, je vais dire ça comme on dirait par chez nous, elle s'en calisse bien de comment moi je vais vivre. Est-ce que je vais retrouver ma vie de banlieue nord-américaine dans le post-capitaliste? Sa réponse, c'est probablement non. Puis elle s'en réjouit assez que je ne la retrouve pas parce que de toute façon, ce n'est pas pour moi qu'elle fait la transformation sociale. Tandis qu'un Robin Hanel, un Michael Albert, quand ils bâtissent l'économie participative, ils se disent il faut qu'on parle à nos collègues dans des universités nord-américaines pour leur dire regardez, on propose quelque chose qui marche et ça s'inscrit dans le débat Union soviétique, États-Unis. Ça s'inscrit dans ce débat-là. La bataille entre Khrouchtchev et Nixon, c'est la bataille de la cuisinière, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. C'est de dire, ben, vous avez une vie intérieure avec du confort et des électroménagers qui rendent votre vie plus agréable. Et lequel des deux systèmes peut vous offrir une vie plus agréable? Ben, dans une certaine mesure, quand je dis qu'ils sont accrochés à des vieux débats, là, c'est à ça que je fais référence. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, ils se disent ben, notre système alternatif va pouvoir aussi vous offrir une vie agréable comme vous offre le capitalisme. Et cette vie agréable-là, ben, elle se traduit par le confort qu'offre la vie de banlieue. La question justement des ressources naturelles, des externalités environnementales négatives, elles sont au départ relativement absentes dans les réflexions des modèles, en tout cas celles de la période post-soviétique. Et donc, ils sont plus occupés à casser le modèle fondé sur capital-travail, en fait. Ouais. Et on voit poindre une réflexion plus holistique donc, avec le modèle de l'économie de communauté, qui appelle à sortir de ce qu'on appelle le capitalocentrisme et à s'intéresser à d'autres types
d'oppression. Alors on parle notamment du patriarcat, mais pas que. Et si on recentre sur l'écologie en particulier, est-ce que tu partages le fait que ça s'est étoffé au fur et à mesure que l'agenda du GIEC et de l'urgence climatique avance, et que cette notion-là est de plus en plus intégrée dans les publications, dans les réflexions? Ça ne fait absolument aucun doute qu'on en parle plus et qu'on écrit plus, mais c'est vrai de toute la société, hein. C'est pas juste eux, là. Je veux dire, ils écrivent le sommet de Rio n'a même pas eu lieu. Pour eux, c'est un enjeu. À peu près tous les premiers ouvrages mentionnent la question écologique. Est-ce que c'est central? Non, mais c'est mentionné, puis c'est là. Et la réflexion de base, qui ne me semble pas absurde par ailleurs, c'est de dire que si on veut régler l'aspect écologique, il va falloir être conscient de ce qu'on fait économiquement. Et il va falloir se doter des outils pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc là-dessus, c'est déjà là, entre guillemets. Mais c'est une genre de réponse archi générale. Et mon groupe de recherche, comme plein d'autres, à partir du milieu des années 2000, on dit, OK, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il doit y avoir des institutions spécifiques au sein des propositions post-capitalistes qui assurent le respect des limites planétaires. On n'a pas le choix de bâtir des institutions dans ce sens-là. Et c'est des contributions qu'on est plusieurs à mettre sur pied puis à discuter dès, je dirais, là, 2015, quelque chose comme ça, là, dans mon cas en tout cas, mais plein d'autres aussi. Mais il y a vraiment un virage. Disons, si on se concentre sur l'économie, la planification démocratique de l'économie, là, ce sur quoi porte le livre dont il est question aujourd'hui, il y a vraiment un virage à partir de 2014-2015 où les questions écologiques, technologiques et de genre vont prendre beaucoup plus de place. Et la question de la reproduction sociale va occuper comment on s'occupe les uns des autres et quel rôle ça joue dans la répartition du travail et du temps travaillé. C'est pas pour rien, hein, c'est parce que la critique du capitalisme a pris aussi cette forme-là. La question des limites planétaires et des besoins humains, que nous autres on porte beaucoup dans nos écrits, vient prendre beaucoup de place aussi, et la question de la technologie. Parce que la question de la technologie permet à un plus grand nombre de penser à d'autres frais la question de la sortie du capitalisme. Donc, il y a plein de gens qui ne s'y intéressaient pas avant parce qu'ils pensaient que c'était impossible, qui, quand ils voient les possibilités techniques à être rendues là, se disent soudainement, « Ah ben oui, on pourrait recommencer à penser à ça. » Et là, adhèrent davantage. Et ça mène à une série de textes. À mon avis, ça commence avec un texte de Nick Dyer Whiteford qui s'appelle Cyber Socialism, si je me rappelle bien. Non, Red Plenty Platform. Oui, voilà. En français, ça donne quoi? Red Plenty Platform, je ne sais pas parce que je ne sais pas comment ils ont traduit l'ouvrage. C'est basé sur un ouvrage qui s'appelle Red Plenty, qui est un roman qui évoque le débat mathématique, ce qu'on a appelé le débat mathématique au sein de l'Union soviétique autour des années 70. Donc, Kantorovitch notamment, mais plein d'autres auteurs aussi, font toute une tentative de reconcevoir le modèle soviétique à partir de travaux de marché, mais aussi de calculs mathématiques très avancés en termes de planification. Et ils ont donc il y a toute une révolution interne qui est en train de se faire en Union soviétique et qui est mise à mal et complètement tassée avant d'être réalisée. Et donc, Francis Pufford, dans ce livre traduit en français qui s'appelle Capital rouge, un conte soviétique, raconte cette histoire-là, mais romancée. Et ça a un certain succès au milieu des années 2000 et les gens y adhèrent. Et Nick Dyer Whiteford écrit, mais en fait,
serait-on rendu à une deuxième étape de cette révolution mathématique-là, grâce à l'informatique, et reprend en fait les thèses de Cockshott et Cottrell du début des années Oui. 90 et les transfère au milieu des années 2000 en disant, avec les nouvelles plateformes, avec le big data, avec tout ça, est-ce qu'on n'a pas une autre perspective de comment transformer la planification? Oui. Cockshott et Cottrell, qui est dans le livre, ont modélisé la planification informatique centralisée. Ouais, Et c'est d'ailleurs, c'est notre nom, ouais. ça, Ah, parce qu'eux autres, ils appellent ça, le titre de leur livre, c'est Towards a New Socialism. ok, ça va. On n'allait pas appeler ça le nouveau socialisme. Vers le Je veux nouveau dire qu'il y en a socialisme. combien des nouveaux Oui, socialismes? il y en a un certain nombre. Mais, Exact. mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça paraît contre-intuitif parce que on a l'impression que la technologie aujourd'hui, en particulier en France, on dit beaucoup que la technologie, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, Ah ouais, que c'est une empreinte écologique incroyable, ce qui est factuellement vrai, tout à hein. fait exact. Ah ouais. Et donc du coup que c'est anti-écologique et que en fait il faudrait au maximum être dans du low-tech, hein. Le Mhm, low-tech, c'est un courant très mhm. fort, hein, là-dedans. Et là, tu nous dis un peu quelque chose de différent, c'est-à-dire que on pourrait avoir une vision algorithmique qui permettrait d'accélérer en fait le perfectionnement de ces modèles, ou en tout cas de leur mise en œuvre. Et ça, c'est pas trop courant de l'entendre. Euh, Pourtant, c'est tout un courant de la planification démocratique de l'économie qui est très populaire. Il y a un ouvrage notamment qui l'a popularisé beaucoup. C'est The People's Republic of Walmart, donc qui est un ouvrage où Philip Light et Mikhail Rosowski développent toute l'idée qu'on peut reprendre les modèles de planification interne de Walmart, d'Amazon, etc., et les appliquer à une planification démocratique de l'économie. hmm. Et tout le débat qui est interne à la gauche entre ce que j'appellerais la décroissance d'un côté et le technomodernisme ou l'écomodernisme de l'autre existe à l'intérieur du débat sur la planification. Ouais. Donc, on a, admettons que je le prenais dans mes termes, comme j'ai un certain amour pour les vieux utopistes, il y a tout un côté Morris, là, très news from nowhere, très décroissanciste, très simplicité, etc., sobriété. Et il y a toute une vision Edward Bellamy, très développement, création de grandes infrastructures technologiques et aussi industrielles et productives. Donc, il y a vraiment deux côtés, probablement un peu caricaturaux parfois dans leurs expressions, dans certains écrits, mais qui sont quand même bien réels dans la division de la discussion. Et, et on a créé un réseau de recherche, INDEP, le International Network for Democratic Economic Planning, et on fait très attention pour ne pas prendre position d'un côté ou de l'autre, pour ne pas être conspué par un volet ou l'autre, mais de diffuser les publications de tout le monde qui Ouais. travaille sur la planification démocratique de Ouais. l'économie. Mais oui, Non, c'est un sujet de débat Ah important. oui, non, mais en fait, ça renvoie à un sujet qui est celui de l'usage. C'est-à-dire, en gros, une Tout à fait. évolution technique, technologique, c'est pour quoi faire. La big data, est-ce que c'est pour optimiser les achats et le consumérisme ou est-ce que c'est fait pour recenser les besoins essentiels de manière très précise, de manière très granulaire. Voilà, le vrai sujet, c'est celui du usage. Et pour optimiser des services de livraison ou pour optimiser des services de répartition du travail. Je veux dire, évidemment qu'il y a tout un argument qui dit on a besoin de ces données-là, on a besoin de cette capacité de mise en réseau. Est-ce qu'on a besoin, tout le monde, d'un téléphone intelligent avec la puissance qu'on a en ce moment? Il y a des gens qui vont modérer leur discours rendu là. Mais c'est ce spectre qu'il faut bien voir, là, qui va d'une grande sobriété technologique jusqu'à un écomodernisme très vaillant. Est-ce que tu vois justement dans tout ce spectre des différences, par exemple outre-Atlantique,
ou en tout cas, enfin, par région, est-ce que tu vois des différences? Et outre-Atlantique, est-ce qu'on est plutôt en réflexion sur pourquoi on fait ceci ou cela? Ou est-ce que c'est vraiment la même chose qu'en France, où en fait il y a un regard plutôt très critique qui est porté sur la technologie en elle-même, sans forcément s'interroger sur pourquoi on le fait en fait? Aux États-Unis, le débat, il est tranché au couteau. Il y a d'un côté un certain nombre d'auteurs, j'en ai nommé certains qui sont très, très clairement accrochés à une perspective moderniste et de développement. On peut penser à Matt Huber, par exemple, dans Climate Change as Class War. Puis on note de l'autre côté une tendance très décroissanciste à la Jason Hickel, Koei Saito, ce genre de vision-là qui s'accroche aussi et qui débattent aussi de la question de la planification. Donc, les deux sont là, mais il y a une grande rupture. J'ai l'impression qu'en Europe, la tendance décroissanciste est majoritaire dans le débat sur la planification, bien qu'il y a des gens qui sont plus dubitatifs. Euh, et je dirais que c'est pas mal le cas au Québec aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans nos cercles qui tiennent un discours très, très développementiste. C'est assez rare. Mais aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, il y a vraiment toute une frange et je pense que c'est le cas en Grande-Bretagne aussi. Tu veux dire une frange pro-croissance versus Pas décroissance pure? nécessairement Non? pro-croissance, mais certainement critique d'une certaine forme de décroissance Ok. et très, très dans le développement euh, euh, soutenu d'infrastructures publiques. Hmm. Infrastructures publiques de transport, infrastructures publiques d'extraction de minéraux, infrastructures publiques. Donc, une vision où on va avoir besoin de faire du développement si on veut transiter vers le socialisme. On revient effectivement sur le sujet des besoins, en fait. C'est ça qui est au Exact. centre du sujet. Inévitablement. Ouais. Et évidemment, les modernistes vont dire, vous convaincrez personne avec vos trucs de décroissancistes parce que vous leur promettez des choses qu'ils ne veulent pas avoir. Et te concernant, la décroissance, est-ce que c'est quelque chose qui est désirable pour toi? C'est vrai que c'est très en vogue aujourd'hui en France. Et est-ce que les modèles qu'on a vus dans ce livre, en fait, peuvent servir de modèle post-croissant, de steady economy, en fait? Quelle est ta position là-dessus? C'est-à-dire que j'essaie généralement de me tenir assez loin du débat sur la décroissance, de la façon dont surtout il a été formulé au Québec, qui souvent, moi, j'ai trouvé assez maladroite. Mais mon, mon idée est assez simple. Il y a des limites planétaires. Il va falloir bâtir une, euh, une société qui soit capable de respecter ces limites. Il est évident que dans le contexte actuel, nous les dépassons gravement. Qu'est-ce que ça veut dire de ramener tout ça en deçà des limites? Beaucoup de changements d'habitude, beaucoup de changements dans l'appareil productif, c'est absolument certain. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour le... C'est parce que j'ai vraiment un rapport agnostique au PIB. Je trouve que c'est une mesure qui est absurde en soi. C'est-à-dire qu'elle peut être intéressante pour mesurer au sein du capitalisme la quantité d'échanges économiques qui se fait dans un pays. OK, fort bien. Mais on en a fait, nos adversaires en ont fait une telle chose, et là-dessus, je suis d'accord avec la critique des croissancistes traditionnels, et en ont fait une chose tellement qui est un emporte-pièce de ce que la société devrait être, qu'on est pris avec cette logique-là. Ce mot obus que devait être la décroissance, qui devait contester cette obsession de la croissance, je ne veux pas qu'il devienne une obsession de la décroissance. Donc, mon rapport est complètement agnostique. Je m'en fous un peu de ce que le PIB va avoir l'air dans une société post-capitaliste. Ma question, c'est, va-t-on être capable de remplir les besoins humains et va-t-on être capable de le faire en deçà de la limite qui nous est, qu'on vote, la limite planétaire, c'est une limite humaine. Hein. C'est une interprétation humaine des données scientifiques. Et cette interprétation-là, elle sera toujours limitée par notre connaissance scientifique, nos présupposés sociologiques, un ensemble
de contextes sociaux qui vont nous amener à comprendre cette limite-là. Mais une fois qu'on l'aura défini, il faudrait d'abord le faire. Hein? Il faudrait d'abord collectivement se trouver une façon de nous dire, voici la limite. Et collectivement, une façon de se dire, voici les besoins dans lesquels voici la quantité de besoins dans lesquels on pense qu'on peut vivre une vie digne comme être humain. Une fois qu'on a répondu à ces deux questions, on est capable de bâtir ensuite le système qui permet de planifier la production nécessaire pour remplir ses besoins sans dépasser ses limites. Mais on a besoin démocratiquement de faire cet effort-là. Et pour l'instant, il n'y a aucune société qui est à pied d'œuvre pour répondre à ces deux questions, qui sont les deux questions fondamentales pour moi. Donc, si ça, c'est être décroissant, c'est être en faveur de la décroissance, alors j'en suis. C'est juste que dans ce que j'ai lu sur la décroissance, et je lis sur la décroissance depuis le début des années 2000, je n'ai pas toujours trouvé ça. Si tu me poses la question, es-tu un fan d'André Gorz? Je vais dire oui. Mais je nie pas beaucoup de décroissancistes de la trempe d'André Gorz aujourd'hui. Je vais dire ça comme ça. Et avec cette vision stratégique, socialiste et visionnaire que pouvait déployer un André Gorz à son époque. Merci. On arrive à la question conclusive qui va terminer cet entretien. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, à part évidemment lire le livre, pour aller plus loin? La chose que je vous recommanderais, c'est d'aller sur le site de notre réseau, indep.network, qui est un site du réseau qu'on a formé il y a 1 an et demi à peine à Montpellier, lors d'une conférence internationale où on s'est dit, on a besoin d'un endroit pour se tenir au courant de ce qui se passe. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui se publie sur la planification démocratique de l'économie, on a une infolettre publiée à chaque 2 semaines, malheureusement en anglais, mais qui recense des événements en France, en Allemagne, un peu partout, des événements donc, qui se passent en français, mais on recense tout. Mais voilà, moi, si vous voulez savoir ce qui se passe chez nous, c'est la meilleure façon de faire. Eh bien, écoute, on le mettra en commentaire, le lien, pour que les gens puissent approfondir. Merci infiniment, Simon, d'avoir pris le temps de nous expliquer. En vrai, moi, j'ai encore des milliards de questions, mais il faut être synthétique et suffisamment didactique. Mais voilà, allez creuser. En tout cas, merci de cette première approche. Et je vous invite donc à consulter, lire, vous procurer, Construire l'économie post-capitaliste, Audrey Lorrain-Lamotte, Frédéric Legault, Simon Tremblay-Pépin aux éditions Luxe 2023. Merci infiniment, Simon. Merci. C'est la fin de ce 2e épisode de La Pelote. Merci à Simon Tremblay-Pépin d'avoir ouvert toutes ces pistes de réflexion sur la mise en place des systèmes post-capitalistes. Et pour vous, afin d'installer un système économique compatible avec les limites planétaires, à quoi doit ressembler la planification démocratique de l'économie? Quelle place pour la décroissance? Sur quelles expériences concrètes s'appuyer? Dites-le nous en commentaire, partagez cet entretien, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Pelote. Salut!